Bonsoir tout le monde, bienvenue au cours 1 de pharmacothérapie. Ce soir, dans le cadre du cours 1, on va couvrir tout ce qui est les lois qui encadrent la pharmacothérapie au Québec. Donc, quelle loi permet à qui de donner des médicaments, de les vendre, comment on encadre tout ce qui est la fabrication des médicaments, qui est responsable, en fait, de s'occuper de tout ce qui est la possession, la fabrication, la distribution des médicaments ou des substances qu'on peut considérer comme ayant un danger potentiel pour la santé. C'est ce qu'on va voir dans le cadre du cours. On est donc dans votre chenelière au chapitre 1, dans la section 1. Vous pouvez suivre le cours soit directement dans votre chenelière ou suivre avec le PowerPoint que je vais présenter à l'écran, mais qui est aussi disponible sous l'onglet du cours 1 dans Moodle. Vous pourriez choisir, par exemple, de l'imprimer, de prendre vos notes. Peu importe comment vous choisissez de suivre le cours, les informations sont structurées de la même façon, donc vous pouvez très bien suivre avec un ou avec l'autre. Je vous invite à prendre en note vos questions. Si jamais il y avait une question pressante ou vous voulez une réponse tout de suite, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et venir me rejoindre dans le Teams du groupe pour poser votre question, qui lui reste ouvert tout le long de la période de cours. Ou vous pouvez simplement noter votre question puis attendre le retour sur Teams en grand groupe quand on fait des révisions, des retours sur la matière. Vous pouvez en profiter pour poser vos questions. Un ou l'autre, vous y allez comment vous êtes le plus à l'aise. Je suis disponible vraiment pour répondre à vos questions au besoin. Je vais donc tout de suite ouvrir le PowerPoint pour que vous puissiez suivre avec moi. Je suis dans votre chenelière à la page 4. Donc, la pharmacothérapie, quand on parle de pharmaco, c'est tout ce qui est en lien avec la pharmaceutique, donc les médicaments, les substances qu'on va administrer dans un but soit de diagnostiquer une maladie, de la traiter, de la prévenir, de la contrôler. Donc, ça encadre vraiment tous les médicaments qu'on utilise dans le cadre de notre pratique. La pharmacothérapie, elle est encadrée par des lois. Vous avez déjà appris en éthique que vous avez des lois qui encadrent le système de santé, qui encadrent les professionnels au Québec. Il y a aussi des lois qui encadrent les médicaments et tout ce qui est en lien avec les médicaments. Donc, quand on parle de fabrication, de distribution, d'administration, toutes ces substances-là qui sont considérées comme des drogues vont être encadrées par des lois au Québec. Pourquoi il y a des lois? Bien, éventuellement, comme la plupart des lois, l'objectif premier, c'est de protéger la population. On veut s'assurer que c'est pas n'importe qui peut administrer n'importe quoi ou vendre n'importe quoi sans que ça soit encadré. On veut s'assurer que ce qui est distribué ou donné à notre clientèle, à la population en général, c'est sécuritaire. On s'entend que c'est pas parce qu'un médicament est jugé comme sécuritaire quand il est bien utilisé qu'il est sans risque pour la santé. Le but de s'assurer que les produits ne sont pas dangereux, c'est toujours pas dangereux quand ils sont utilisés de la bonne façon. Peu importe ce que je prends comme médicament ou ce que j'administre comme médicament, il y a toujours un risque potentiel. Ça peut toujours être dangereux si on ne respecte pas la façon de l'administrer pour que ça soit sécuritaire. On veut s'assurer que tout ce qui est drogue, médicaments, ça soit efficace. On ne veut pas qu'il y ait des chances d'abus, qu'on vende des produits un peu de façon à faire croire aux gens qu'il y a une efficacité potentielle alors qu'il n'en a pas du tout. Donc, c'est encadré pour s'assurer que ça soit sécuritaire. On veut aussi s'assurer que les médicaments qui sont utilisés sont des médicaments qui ont une raison d'être sur le marché, qu'on sait comment les utiliser et qu'on le fait de la façon adéquate. On va en reparler, mais vous comprendrez que tout ce qui est l'univers commercial des médicaments, c'est un univers qui est très lucratif. Il y a beaucoup de potentiel monétaire avec les médicaments et tout ça. Donc, on veut quand même s'assurer que tout se fait de façon éthique, de façon à s'assurer qu'on protège vraiment la population de façon adéquate. Qui fait les lois ici? En fait, pour ce qui est du Québec, il y a 2 paliers de gouvernement qui s'occupent des lois qui encadrent la pharmacothérapie.
le gouvernement fédéral qui est responsable de tout ce qui est gérer la fabrication des médicaments, donc par les compagnies pharmaceutiques, comment sont fabriqués les médicaments, comment ils sont vendus, ça relève du fédéral. Tandis que le provincial, le gouvernement provincial, lui, va s'occuper de régir tous les professionnels qui sont en lien avec la médication. Donc, qui peut prescrire, qui peut donner des médicaments, qui peut les vendre, dans quelles conditions on peut les vendre, dans quelles conditions on peut en avoir en notre possession, etc. Ça relève des lois provinciales. Il y a 3 lois qui vont en fait contrôler tout ce qui est la fabrication des médicaments, la distribution et la vente des médicaments. Ces 3 lois-là, on a la loi sur les aliments et les drogues. Ensuite, on a la loi sur les stupéfiants et la loi sur la pharmacie du Québec. La première loi, donc la loi sur les aliments et les drogues, c'est une loi canadienne qui relève donc du gouvernement fédéral. Cette loi-là s'applique à tous les aliments, les produits naturels, les cosmétiques, les instruments médicaux qui sont au Canada, donc qui sont fabriqués et vendus au Canada. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi-là? Bien, elle va s'occuper d'encadrer tout ce qui est les médicaments, les aliments pour dire est-ce que c'est sécuritaire? Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces produits-là? Est-ce que les produits qu'on utilise pour fabriquer, par exemple, des cosmétiques, chacun des produits est sécuritaire pour la santé, en quelle quantité? Ça va s'occuper de savoir c'est quoi les substances exactement qu'on a dans les produits qu'on utilise, qu'on consomme. Tout ce qui est la valeur nutritionnelle, l'étiquetage, quand on va à l'épicerie, par exemple, qu'on achète des aliments, on a sur chacun des emballages un tableau de valeur nutritionnelle. L'objectif ultime de ça, c'est que le consommateur, les gens qui achètent les produits, soient en mesure de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans le produit qu'ils achètent. Est-ce qu'on a, par exemple, une quantité importante de gras saturés qui représente un danger pour la santé, combien de sucre il y a dans le produit, combien de sel, etc. Parce que si on n'avait pas cet encadrement-là, ça deviendrait complètement impossible d'arriver à déterminer de façon précise qu'est-ce qu'il y a dans les produits qu'on achète. Le but, c'est de simplifier la vie aux consommateurs, puis que tout le monde sache exactement est-ce qu'il y a des allergènes, est-ce qu'il y a des substances qui sont dangereuses pour ma santé dans ce produit-là. Pour pouvoir être commercialisé, donc pour pouvoir être vendu au Canada, les produits doivent être approuvés par Santé Canada. Santé Canada peut approuver un produit. Ce n'est pas parce que le produit est approuvé qu'il n'est pas dangereux, c'est simplement que quand il est utilisé de la façon appropriée, il ne représente pas un danger imminent pour la santé des consommateurs. Il faut comprendre que même si c'est approuvé par Santé Canada, si c'est utilisé dans un mauvais contexte ou en mauvaise quantité, de la mauvaise façon, ben, il y a toujours quand même des risques pour la santé. La loi sur les aliments et les drogues, elle va encadrer aussi tout ce qui est les médicaments sous ordonnance. Donc, quand on parle d'une ordonnance, c'est une prescription. C'est cette loi-là qui va encadrer, en fait, tous les médicaments qui doivent être prescrits par un professionnel de la santé. Pourquoi elle dit qu'un produit doit être prescrit ou pas? C'est en fonction, en fait, de est-ce que ça nécessite une surveillance particulière pour que ce produit-là soit utilisé de la bonne façon? Est-ce qu'il y a un suivi médical nécessaire? Et si la réponse est oui, c'est un produit qui va devoir être prescrit par le médecin. Même les produits qui sont vendus sans ordonnance en pharmacie, dans un contexte de soins, doivent toujours être prescrits. Donc, même par exemple, le Tylenol qu'on pourrait acheter en vente libre à la pharmacie, quand je travaille dans un lieu de soins, que ce soit à l'hôpital, en CHSLD, je dois quand même avoir une prescription. On va revoir un peu plus loin pourquoi. Mais il y a quand même, au-delà de l'étiquette sans ordonnance, des règles d'utilisation dans les milieux de soins. Quand on parle des médicaments sous ordonnance, ben, c'est des médicaments qui nécessitent une prescription médicale ou d'un autre professionnel de la santé. Donc, pas toujours un médecin, mais ça pourrait être prescrit, par exemple,
soit par le pharmacien, ça pourrait être prescrit par un podiatre, ça pourrait être prescrit par un professionnel de la santé, par des infirmières praticiennes dans certaines situations, mais ça demande quand même qu'un professionnel qui a un permis de pratique autorise, fasse une prescription pour que le pharmacien puisse le servir, par exemple. C'est cette loi-là qui va encadrer aussi tout ce qu'on appelle les substances contrôlées. Qu'est-ce qu'on veut dire par substances contrôlées? En fait, c'est que c'est des substances qui ont un potentiel d'abus ou qui ont un risque de développer une dépendance ou une accoutumance plus que les produits de façon générale. Donc, quand on parle de substances contrôlées, c'est en fait tout ce qui est, par exemple, les opioïdes. Donc, la morphine, le dilodide, les analgésiques narcotiques. C'est des médicaments qui ont un risque de dépendance important. Donc, on veut s'assurer d'encadrer l'utilisation de ça. Quand on parle de substances contrôlées, donc, par exemple, la morphine, tout ce qui est l'achat, la vente, l'administration, c'est des médicaments qui nécessitent un suivi vraiment très, très, très rigoureux. Donc, chaque comprimé qui est vendu va être documenté. Chaque comprimé qui est administré, on va avoir un décompte dans lequel on va dire « j'ai sorti de l'armoire une pilule pour l'administrer à telle personne ». Donc, chacun des comprimés de ces médicaments-là, on peut suivre sa trace, donc du moment où il est fabriqué, à la pharmacie où il se retrouve, à qui il a été vendu, dans quelle quantité, de façon à s'assurer qu'on évite d'avoir ces médicaments-là qui se retrouvent sur le marché noir. On veut s'assurer de contrôler pour éviter qu'il y ait des prescriptions excessives, qu'il y ait des patients qui en consomment en quantité qui sont vraiment importantes. C'est pas infaillible à 100%, mais par contre, ça donne quand même une façon beaucoup plus rigoureuse de suivre les médicaments pour éviter qu'ils se retrouvent entre mauvaises mains ou qu'il y en ait une utilisation qui ne serait pas appropriée, par exemple. Quand on parle des médicaments sans ordonnance, donc c'est des médicaments qui sont vendus en vente libre à la pharmacie. Donc, c'est des médicaments qu'on peut prendre comme consommateur sur la tablette sans avoir à parler avec le pharmacien ou sans avoir par exemple, avoir une prescription d'un médecin. Par contre, comme je disais tout à l'heure, il faut garder en tête que dans un établissement de santé, tous les médicaments doivent être prescrits, qu'ils soient sans ordonnance ou pas en temps normal à la pharmacie. C'est important de comprendre comme professionnel de la santé que quand nos patients sont sous nos soins, dans un milieu de soins, ils ont des conditions de santé qui sont particulières. Je prends le Tylenol, par exemple, même si la plupart des gens vont acheter des Tylenol en vente libre à la pharmacie, prennent des Tylenol sur une base assez régulière, sans conséquence, tant qu'ils respectent la posologie. Pour un patient qui a une insuffisance hépatique, donc un patient qui son foie ne fonctionne pas, ça pourrait être très dangereux de lui administrer des Tylenol. Donc, dans un contexte de soins, dans un milieu de soins où les patients, leur condition de santé est aiguë, elle est changée, où ils ont plusieurs antécédents qu'on met ensemble, même les médicaments qui normalement seraient sans danger ou qu'on pourrait prendre en vente libre à la pharmacie, représentent un risque important pour ces patients-là. Donc, chaque médicament qu'on va administrer va nécessiter une ordonnance dans les milieux de soins. Quand on parle de drogue, qu'est-ce que ça veut dire la drogue selon les lois? Donc, une drogue, c'est toute substance ou tout mélange de substances qui est fabriqué, vendu et qui peut en fait servir au diagnostic. Donc, un médicament qu'on va donner pour faire des tests, par exemple, pour diminuer les symptômes d'une maladie, pour guérir une maladie ou pour soulager les symptômes d'une maladie, on parle à ce moment-là d'une drogue. Donc, la catégorie drogue inclut les médicaments en général. C'est de la terminologie que vous allez entendre aussi. Donc, drogue, ce n'est pas nécessairement les substances illicites qui vont être utilisées dans un but récréatif. Là, c'est vraiment tout ce qui est médicament. La deuxième loi, donc la loi qui réglemente certaines drogues et autres substances, donc notamment la loi sur les stupéfiants. Donc, c'est une loi qui va viser à encadrer tout ce qui est drogue ou substances qui peuvent nuire à la santé. Donc, tous les médicaments qui représentent un risque important de consommation abusive. Donc, à cause des ingrédients qu'on a dans ces médicaments-là,
il y a un risque de prendre plus de médicaments pour aller rechercher un certain effet ou parce qu'on développe une dépendance. Donc, cette loi-là va encadrer les stupéfiants, tout ce qui est opioïdes, benzodiazépines et médicaments qui agissent sur le système nerveux et qui peuvent créer, par exemple, des médicaments qu'on va administrer pour la douleur, beaucoup. Donc, morphine, dilodide, codéine, oxycodone, fentanyl. C'est des médicaments qu'on considère comme des opioïdes, des narcotiques. Et ces médicaments-là, comme je vous disais tantôt, sont très, très encadrés. La loi sur les stupéfiants oblige une pratique sécuritaire, donc oblige toute personne qui va manipuler ce genre de médicaments-là à se soumettre à des règles. Donc, par exemple, le transport de ces médicaments-là doit se faire de façon sécuritaire. Ils doivent être rangés dans des armoires sous clé. On doit faire des décomptes rigoureux de chacun des comprimés qu'on utilise ou chacune des fioles qu'on utilise. Puis chaque fois qu'on perd un médicament, qu'il nous manque une pilule ou qu'il nous manque une ampoule, ben, on doit s'assurer de retrouver, puis sinon, il faut faire un rapport d'accident pour déclarer comme quoi il nous manque un comprimé, il nous manque une ampoule, etc. Donc, c'est vraiment important pour s'assurer que ces médicaments-là ne se perdent pas ou ne se retrouvent pas dans de mauvaises mains. On veut, en fait, protéger la population, éviter qu'il y ait de l'abus ou qu'il y ait des dangers à prendre ce genre de médicaments-là. Donc, la loi sur les stupéfiants est encadrée aussi par le Bureau des drogues dangereuses, en fait. Les narcotiques, donc comme je vous disais, doivent toujours être entreposés dans une armoire sous clé. Quand vous allez travailler, beaucoup avant, c'était des armoires qui étaient fixées au mur, une armoire à 2 portes qu'on ouvrait avec 2 clés différentes pour avoir accès aux narcotiques. On remplit un décompte et si jamais, par exemple, je jette une partie du médicament, donc la moitié de la pilule ou une partie du liquide qui se retrouve dans une ampoule, bien, je dois avoir une collègue qui va signer comme témoin, comme quoi elle m'a vu vraiment jeter une partie du médicament que je n'ai pas utilisé. Ces armoires-là, donc avant, c'était vraiment des armoires à clé. Maintenant, de plus en plus, c'est des armoires qui sont sous forme informatisée. Donc, soit avec une empreinte digitale ou un code personnalisé, on va aller ouvrir cette armoire-là puis faire le décompte de la même façon. Donc, plutôt que d'être sur papier, c'est sur l'ordinateur qu'on va rentrer la quantité de pilules qui reste dans la machine ou la quantité d'ampoules. Mais le principe est toujours le même, savoir qui a pris quoi et qui a jeté quoi pour qu'on soit capable de suivre exactement à la trace chacun des médicaments. Chaque fois qu'il y a une perte d'un médicament ou un vol de médicaments, on doit s'assurer de rapporter la perte ou le vol au Bureau des drogues dangereuses dans un délai qui est quand même court, dans un délai de 10 jours. Quand vous allez travailler, admettons qu'à la fin d'un quart de travail, il nous manque un comprimé, le décompte ne balance pas. Donc, on devrait avoir, par exemple, 20 pilules dans l'armoire à narcotiques et qu'il en reste 19. On va s'assurer de faire le tour de tout le monde, s'assurer qu'on a... Est-ce que quelqu'un n'aurait pas oublié d'inscrire une dose? Est-ce que quelqu'un aurait mal fait le calcul? On doit trouver, il est où, ce comprimé-là? Et si on suspecte qu'il y a un vol, la police va être impliquée. Personne ne peut quitter tant qu'on n'a pas trouvé parce que c'est vraiment des médicaments qui sont très, très, très encadrés. C'est pas oups, on l'a perdu la pilule. Il faut vraiment savoir elle est où, cette pilule-là. Donc, chaque fois que j'administre un narcotique, donc chaque fois que j'ai une pilule de morphine, une injection de morphine ou que je donne un médicament qui est contrôlé, je dois remplir un décompte et à la fin du corps de travail, on doit savoir exactement où chacun de ces médicaments-là a été. Il y a une loi, il n'y a aucune loi qui empêche l'infirmière auxiliaire de faire le décompte des narcotiques. Peut-être que là où vous allez travailler, il va y avoir une règle qui va dire qu'au changement de corps de travail, le décompte doit se faire par une infirmière. Mais légalement, vous êtes tout à fait habilité à faire un décompte de narcotiques. Vous êtes tout à fait habilité à signer comme témoin comme quoi quelqu'un jette un narcotique. Donc, mais ça se peut que dans certains milieux où vous allez travailler, que ça soit réservé à l'infirmière, mais il n'y a pas de raison particulière pourquoi ça devrait l'être. Ça pourrait tout aussi bien être une infirmière auxiliaire qui fait le décompte des narcotiques. Donc, quand on parle d'opioïdes, parce que vous allez entendre beaucoup parler d'opioïdes, narcotiques, c'est sensiblement la même chose. En fait, le terme est utilisé pour les deux dans les milieux de soins.
Quand on parle d'opioïdes, c'est des médicaments qui ont des propriétés analgésiques, donc des médicaments pour soulager la douleur qui ressemblent à l'opium. Tandis que quand on parle de narcotiques, c'est des médicaments qui vont agir sur le système nerveux, qui vont créer une certaine sédation, un engourdissement. C'est des médicaments qu'on peut aller utiliser pour l'anesthésie. La distinction entre les deux, elle est très, très mince. Puis comme je vous dis, dans les milieux, on utilise vraiment les deux termes pour signifier la même chose, pour signifier les médicaments analgésiques, les médicaments pour la douleur, qui appartiennent à la classe des opiacés, donc qui agissent sur le système nerveux central, sur certains types de récepteurs. Vous avez dans votre chenelière, à la page 6, en fait, un schéma, un tableau qui résume en fait rapidement les différentes exigences de la loi canadienne par rapport aux substances et aux drogues qui sont encadrées. Donc, vous voyez que dans le milieu du schéma, vous avez les opioïdes. Pour pouvoir recevoir un opioïde de la pharmacie. Pour que la pharmacie puisse servir ce genre de médicaments-là, il doit y avoir des pratiques qui sont respectées. La première chose, c'est que pour que la pharmacie puisse donner un médicament à un patient, un opioïde à un patient, il doit avoir une prescription écrite. Donc, on doit avoir par écrit l'ordonnance du médicament. Une ordonnance verbale dans une pharmacie de quartier, là, par exemple, vous allez à votre Jean Coutu, le médecin ne pourrait pas appeler le pharmacien puis lui faire une prescription par téléphone. Ça prend absolument une copie papier pour pouvoir garder un suivi. Ensuite, on vous dit que pour ce genre de médicament-là, il doit avoir tenue d'un registre. Donc, une feuille qui dit quand le médicament est arrivé dans le milieu où vous travaillez, qui l'a pris, pour quel patient. Donc, on fait vraiment un suivi très particulier. Il doit avoir un entreposage sécuritaire. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est un entreposage sécuritaire? Ils doivent se trouver sous clé pour être sûr que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ce médicament-là. On ne peut pas, si moi, j'arrive avec ma prescription de morphine aux Jean Coutu, je ne peux pas prendre cette même prescription-là et la faire transférer dans un Pharmaprix, par exemple. Toute la prescription va devoir être servie à la même pharmacie. On ne peut pas la transférer d'une pharmacie à un autre. Il doit avoir, encore là, pour ce genre de médicaments-là, une procédure si jamais on perd un médicament, si jamais il y avait un vol de médicaments. Donc, vous voyez que quand on parle d'une drogue contrôlée, il y a vraiment plusieurs critères qui encadrent ce médicament-là selon la loi. On ne peut pas juste les donner à qui on veut, comme on veut. Vous avez ici un exemple que je vous ai mis d'une feuille de décompte de narcotiques. Donc, c'est vraiment un exemple qui va dire, par exemple, quel type de médicament est en cause ici. Donc, par exemple, ce serait de la morphine, sur quel étage, qui a reçu de la pharmacie ce médicament-là, qui à la pharmacie l'a servi. Puis là, chaque fois qu'on va prendre un médicament, on va venir dans la colonne date, inscrire la date, l'heure, le nom et le prénom du patient, la dose qu'on a administrée. Donc, par exemple, 5 mg administré. Si c'est un comprimé de 10 mg, bien à ce moment-là, on va marquer j'ai donné 5 mg, j'ai jeté 5 mg, puis on va mettre la signature de la personne qui nous a vu jeter le médicament. Donc, c'est vraiment une feuille sur laquelle on va, ligne par ligne, faire un décompte précis pour s'assurer qu'on suit vraiment la trace d'un comprimé. On va pratiquer un peu plus tard à remplir ce genre de feuille de décompte-là ensemble. Ici, c'est juste un exemple pour que vous voyez qu'on doit vraiment s'assurer que si je pars avec 20 comprimés et qu'on en sort 4 de l'armoire, bien, je devrais arriver à 16 comprimés à la fin du corps de travail. La marijuana fait partie des drogues contrôlées depuis 2001. Elle peut être utilisée à des fins médicales dans les milieux de soins. Donc, elle est utilisée, par exemple, pour traiter la douleur chronique. Elle peut être utilisée pour traiter des nausées, des vomissements pendant la chimiothérapie, par exemple. Donc, on l'utilise comme une substance thérapeutique. Elle est autorisée si elle est prescrite, etc., dans les milieux de soins par Santé Canada.
Quand on parle des différentes lois, donc les différentes autres lois qui encadrent l'utilisation, la pratique en pharmacothérapie, on a la loi médicale. Donc, la loi médicale, c'est une loi au Québec qui va régir tout ce qui est les activités professionnelles des médecins. Donc, dans quel contexte, comment un médecin peut prescrire un médicament, ça relève de la loi médicale. Quand on parle de la loi sur la santé et les services sociaux, on en a parlé déjà en éthique, mais c'est la loi qui va déterminer tout ce qui est la prestation de services dans les milieux de soins. Donc, la façon dont les soins là, sont organisés, sont gérés dans les établissements de santé. Quand on parle du Code des professions, on se rappelle que le Code des professions, c'est la loi qui précise chacune des activités qui sont autorisées aux différents professionnels au Québec. Donc, c'est le Code des professions qui va déterminer qui peut prescrire les médicaments, par exemple, qui peut les administrer, qui peut administrer quoi, dans quel contexte. On en a déjà parlé, mais par exemple, que l'infirmière auxiliaire peut administrer les médicaments par toutes les voies autres que la voie intraveineuse. Donc, c'est le Code des professions qui régit ça. Ici, on a un petit rappel. Qui peut prescrire les médicaments au Québec? Donc, médecin qui peut prescrire les médicaments. Dentiste, quand vous allez chez votre dentiste, antibiotiques, analgésiques, c'est des médicaments que le dentiste est autorisé à prescrire. Podiatre qui s'occupe des pieds peut prescrire certains médicaments pour certaines infections au niveau des pieds. Les sages-femmes, l'optométriste, goutte oculaire, par exemple, pour différents problèmes comme une augmentation de la pression dans l'œil, des gouttes antibiotiques, etc. Et les infirmières, dans un contexte particulier, peuvent prescrire, par exemple, la contraception, certains pansements, ou si elles sont infirmières praticiennes spécialisées, sont autorisées dans leur spécialité à prescrire certains médicaments sans passer par un médecin. Les pharmaciens aussi sont autorisés à prescrire certains médicaments. Quand on parle de la loi sur la pharmacie, donc la loi sur la pharmacie, c'est la loi qui va encadrer toutes les activités professionnelles des pharmaciens. Donc, c'est elle qui va encadrer, par exemple, la vente des médicaments, tout ce qui est le rôle professionnel du pharmacien. Donc, par exemple, le pharmacien, lui, peut donner une opinion par rapport au médicament. Il y a une prescription, il juge que ce n'est pas sécuritaire, bien, il peut appeler le médecin, faire changer la prescription. Il peut préparer et vendre les médicaments, peut ajuster, surveiller certains médicaments, puis il peut même en prescrire dans certaines conditions. La loi sur les infirmiers et infirmières, c'est la loi qui définit le champ d'exercice et les activités réservées de l'infirmière. Puis, finalement, la loi sur la santé publique, on en a déjà parlé aussi beaucoup en éthique, c'est la loi qui s'occupe de toute la surveillance, la protection des populations, donc tout ce qui est la vaccination, par exemple, comme la prévention des maladies, ça relève de la loi sur la santé publique. C'est elle qui encadre toutes les pratiques en lien avec la vaccination. Au-delà des lois, donc une fois qu'on connaît les lois au Québec qui encadrent les différentes pratiques, quand je suis une professionnelle de la santé, je suis tenue de maintenir à jour mes connaissances, mes compétences et d'administrer des médicaments de façon sécuritaire. Donc, comme infirmière auxiliaire, j'ai des responsabilités professionnelles en lien avec la pharmacothérapie. Vos activités réservées par rapport à la pharmacothérapie, on en a déjà beaucoup parlé en éthique, mais donc la première, administrer des médicaments par les voies autres que intraveineuses, tous les médicaments ou les substances quand elles font l'objet d'une ordonnance. Donc, vous pouvez administrer des médicaments par la bouche, par la voie rectale, par la voie sous-cutanée, intramusculaire, etc., sauf la voie intraveineuse, mais bien entendu que quand vous administrez les médicaments, ils doivent faire l'objet d'une ordonnance. Vous pouvez mélanger des substances. Donc, on a vu que vous pouviez préparer des médicaments, même dans certains contextes, préparer des médicaments intraveineux comme au bloc opératoire. Vous ne pouvez pas les administrer, mais vous pouvez les mélanger, les préparer. Et vous pouvez participer à la vaccination, donc administrer les vaccins pour toutes les clientèles, même les bébés.
vos devoirs et vos obligations. Donc, c'est beau de pouvoir administrer le médicament, mais il y a quand même des responsabilités qui viennent avec ça, des devoirs et des obligations qui viennent avec ça. Vous devez donner des soins de qualité. Donc, vous devez savoir ce que vous faites, le faire de façon sécuritaire, aller chercher les informations nécessaires. Vous devez respecter le secret professionnel, mettre à jour vos connaissances, établir une relation de confiance avec votre client. Donc, quand j'administre un médicament, le client est en droit de s'attendre à ce que vous puissiez répondre à ses questions, que vous soyez en mesure d'utiliser votre jugement pour savoir est-ce que c'est sécuritaire ou pas de le donner. Quand vous donnez un médicament, vous êtes responsable de ce que vous administrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai mis mes initiales comme quoi j'avais administré un médicament, c'est que j'ai fait les vérifications préalables nécessaires, je savais c'était quoi ce médicament-là, pourquoi je le donnais, je connaissais les effets indésirables, j'ai donné les explications à mon patient. Donc, administrer un médicament, c'est pas juste de donner une pilule à un patient, c'est de savoir pourquoi on la donne. Est-ce que pour Madame Rochon, cette pilule-là, elle est sécuritaire? Est-ce que je suis sûre que Madame Rochon l'a pris, cette pilule-là? Donc, ça vient vraiment avec plus que juste de donner des pilules. Vous êtes obligé, si jamais vous faites une erreur, de dénoncer votre erreur. Vous êtes obligé de dire qu'il y a eu un incident-accident. Vous allez devoir remplir un rapport d'incident-accident. C'est super important de comprendre que chacun des gestes qu'on fait comme infirmière auxiliaire peuvent avoir des conséquences qui sont vraiment significatives pour notre patient. Donc, si je donne une pilule à mon patient et que ce n'est pas le bon médicament, il est trop tard. Une fois que le patient a avalé le médicament, il y a des risques pour sa santé, pour sa sécurité. La première chose à faire, c'est de reconnaître qu'on a fait une erreur et de prendre les moyens pour protéger le patient. Si je le dis que j'ai fait une erreur, bien, tout le monde va pouvoir travailler ensemble pour surveiller le patient. On peut appeler à la pharmacie pour savoir est-ce qu'il y a des interventions particulières à faire, c'est quoi les risques, est-ce qu'il peut y avoir des interactions avec ces médicaments usuels. Donc, une erreur, c'est humain. Ça peut arriver à n'importe qui. Le plus important, c'est de prendre les mesures pour protéger notre patient puis s'assurer qu'il soit en sécurité puis qu'on fait tout ce qui est en notre possible pour corriger la situation. Vous allez être beaucoup plus respecté comme professionnel de la santé si on sait que vous êtes capable de reconnaître vos erreurs que si on pense que vous allez essayer de le cacher. Donc, c'est vraiment une responsabilité. J'ai fait une erreur, je l'assume, puis je m'assure de protéger mon patient. C'est une obligation légale, de toute façon, mais il faut vraiment comprendre aussi que c'est une obligation morale. Quand je donne un médicament à mon patient, le patient, savoir qu'est-ce qu'il prend pour pouvoir donner son consentement de façon éclairée. Donc, je dois donner les explications nécessaires à mon client pour qu'il prenne une décision éclairée s'il décide de prendre ou de ne pas prendre un médicament. On a parlé aussi déjà des indicateurs de compétences. Donc, les indicateurs de compétences de l'OIAQ, c'est différents indicateurs qui servent à évaluer la qualité de l'exercice professionnel de l'infirmière auxiliaire. Donc, c'est des critères qui sont mis en place pour s'assurer que les soins qui sont donnés sont faits de façon exemplaire, de façon à promouvoir, faire valoir la profession de l'infirmière auxiliaire, mais aussi pour être sûr qu'on assure la sécurité de nos clients. Donc, les différents indicateurs de la compétence de l'infirmière auxiliaire, vous les avez à la page 9 et 10 de votre chenelière. C'est les différents critères qui sont à respecter en lien avec l'administration de médicaments. Donc, le premier indicateur de compétence, c'est de prodiguer des soins et des traitements infirmiers et médicaux. Donc, quand on administre le médicament à notre patient, on doit s'assurer qu'on le fait en fonction de ses besoins, qu'on connaît ce qu'on a à administrer, qu'on respecte le PTI, qu'on respecte les protocoles, les méthodes de soins. Si j'administre un médicament, je connais la voie administrée, les sites où l'administrer, la façon de respecter l'hygiène, l'asepsie, etc. Le deuxième, consigner les informations. Donc, quand je donne un médicament, j'ai la responsabilité de signer le formulaire d'administration des médicaments. Je dois faire une note au dossier si c'est pertinent, si j'ai administré un médicament au besoin, par exemple. Je vais vouloir expliquer
c'est quoi les données que j'ai recueillies, qu'est-ce que j'ai donné comme médicament, est-ce que ça a fonctionné ou pas. Donc, on doit s'assurer de vraiment bien consigner les informations au dossier. On doit faire preuve de vigilance et d'un bon sens de l'observation. Donc, avant d'administrer un médicament, si j'ai des soins infirmiers à faire, comme par exemple surveiller la pression artérielle, surveiller les signes et symptômes d'une maladie, je dois le faire avant de l'administrer. Puis, une fois que j'ai administré le médicament, bien, je dois faire le suivi. Donc, m'assurer que si jamais il y avait un changement dans l'état du patient, je suis capable d'intervenir rapidement. Je connais les effets indésirables du médicament, donc je sais quoi surveiller et comment agir. Quand on parle de la gestion du développement professionnel, c'est tout ce qui est en lien à faire des formations, s'assurer que nos connaissances sont à jour. S'il y a des nouveaux médicaments, des changements dans les médicaments, bien, que je garde mes connaissances actives. Ça fait partie de la première fois que je donne un médicament, bien, je vais aller le chercher. Je vais m'assurer de savoir qu'est-ce que c'est. Tu sais, même quand ça fait 20 ans qu'on travaille comme infirmière auxiliaire, il y a des médicaments qu'on n'aura pas donnés souvent ou qu'on ne connaîtra pas, où il y a des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments qui apparaissent. C'est une responsabilité de se garder à jour, de se garder informé, puis d'aller chercher les informations qui sont nécessaires. Quand on parle des habiletés de communication, bien, c'est sûr que c'est tout ce qui est expliqué à mon patient, c'est quoi son médicament, c'est quoi les effets indésirables, comment on va l'administrer, ce médicament-là, à quoi il peut s'attendre, le patient. Ça, c'est important de le faire dans un langage dans lequel le patient comprend ce qu'on lui dit. Donc, tu sais, si je lui dis que je viens lui donner, je ne sais pas, un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, le patient ne comprendra pas de quoi je lui parle. Donc, je dois adapter mon langage de façon à ce que c'est un médicament, un antihypertenseur qu'on donne pour faire baisser sa pression artérielle, qui va agir de telle ou telle façon. Mais mes mots, mon langage devrait être adapté. Si je donne un médicament à un adulte versus à un enfant, mes explications vont être différentes, mais je me dois de communiquer les informations, peu importe c'est qui mon client. Tout ce qui est compétences professionnelles, bien, c'est sûr que tout ce qui est la dextérité pour l'administration des médicaments, être capable de travailler en équipe, d'apporter nos observations, de discuter avec nos collègues, tout ce qui est la communication avec le client, la relation aidante, etc. Donc, c'est les principaux éléments qui sont en lien avec les lois et les médicaments au Québec. On va voir ensuite tout ce qui est en lien avec des erreurs de médicaments un petit peu plus loin et les ordonnances, etc. Pour l'instant, c'est ce qui complète le vidéo 1 du cours 1.